Il est 19h, merci de votre fidélité. Voici les titres de votre journal. Journée internationale de l'autisme ce mardi et toujours le même combat pour les familles concernées. Comment lutter pour intégrer leurs enfants dans les normalités de la vie? Une situation difficile à gérer, mais ô combien fructueuse pour la réhabilitation de nos progénitures. Nous vous montrerons un exemple dans 2 familles que nous avons rencontrées. Dans ce journal également, l'affaire CAM-SMAE, la rupture anticipée du contrat d'affermage entre le syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement et la Société mahoraise des eaux et d'assainissement, toujours au cœur des débats. Les maires de Mayotte se sont réunis en urgence dimanche à Anvin. Moussa Mohamadi Bavi, le président du CAM, est notre invité dans ce journal. Il est jeune, il a décidé de travailler dans les airs pour réussir sa vie. Fernand Kessler, un des jeunes pilotes mahorais et le premier chez EWA Air, il fait la joie de toute sa famille. Son portrait à la fin de cette édition. Ce mardi 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme, l'occasion pour différents organismes de sensibiliser le grand public à ce handicap qui touche une personne sur 150. Si en France, un plan autisme visant à accompagner les familles existe, il n'en reste pas moins que les structures sont insuffisantes et la prise en charge dérisoire. Ce constat est d'autant plus vrai et alarmant à Mayotte. Nous allons le voir avec ce reportage en immersion dans le quotidien difficile de 2 familles dans la commune de Djaoudi-Labatoire, Chafanti Alibako et Ibrahim Ndogo. Ces quelques lettres, c'est ce qu'il reste à Sania comme souvenir du temps où elle arpentait encore les bancs de classe. Comme sa sœur qui est plus gravement touchée, elle est atteinte d'autisme. Depuis 2012, elle a été déscolarisée aux grandes dames de sa mère. On m'a donné un dossier que j'ai déposé au collège de Pamondi. J'y suis retournée. Le nom de ma fille figurait bien sur la liste des inscrits. On m'a indiqué sa classe, mais finalement, son nom n'y était pas. J'ai fait de nombreux allers-retours au collège jusqu'à ce que l'année s'achève. Imran a 15 ans. Lui aussi reste cloîtré à la maison depuis plusieurs années. Trisomique, il a également été diagnostiqué autiste à l'âge de 6 ans. Depuis lors, sa mère ne vit plus. Je ne peux plus sortir, ni même aller chercher du travail en extérieur, car il doit être accompagné au quotidien. Maintenant, il est continent, mais il faut que je sois là pour l'emmener aux toilettes. Il ne fait que crier et jeter des objets. Avant, il allait à l'école, jusqu'à ses 2 ans. Puis ils l'ont refusé, car il devrait y avoir une personne pour s'occuper de lui, mais il n'y en a pas. La prise en charge des enfants autistes est quasi inexistante à Mayotte, ce qui condamne Sania, Irman, mais aussi bien d'autres enfants à rester enfermés entre 4 murs. Ces enfants-là, souvent, à un moment donné, vont se retrouver complètement exclus du système scolaire, tout simplement parce qu'on n'a pas les professionnels compétents pour pouvoir les accompagner. Et quand il y en a, c'est en quantité insuffisante. Autrement, c'est qu'on a des AISHI qui sont sur le territoire, des jeunes qui s'engagent à accompagner ces jeunes-là, mais ces jeunes-là n'ont aucune formation dans le domaine du handicap et encore moins dans le monde de l'autisme. Une formation destinée aux accompagnants d'élèves en situation de handicap devrait être mise en place cette année 2019 et permettre à un certain nombre d'enfants handicapés de suivre une scolarité. En attendant, les familles doivent composer avec le handicap. Pour Hassanati, dont les 2 filles souffrent de crises épileptiques, chaque jour est une bataille. Les semaines où elles sont prises de crise, ça peut durer toute la journée. Ça dure très longtemps, jusqu'au soir, voire le lendemain. Nous les tenons puis les allongeons afin qu'elles ne se blessent pas. Celle-ci, par exemple, ces crises sont de plusieurs sortes. Elle semble parfois s'étouffer, parfois elle s'évanouit, elle crie et elle a des convulsions. Par la force des choses, ces mères se sont peu à peu oubliées et elles ne sont pas les seules à être affectées. Irman a 5 frères et sœurs. Le plus jeune a eu beaucoup de mal à trouver sa place.
Lorsque son petit frère a eu 1 an et demi, il a commencé à parler. Il m'a dit « Dans cette maison, il y a un bébé, mais ce n'est pas moi ». Je lui ai répondu que si, c'était lui. Mais il m'a rétorqué que non, car je ne m'occupe que de son frère. J'ai pleuré, car il avait raison, je ne m'occupais pas suffisamment de lui. Je l'ai pris et lui ai expliqué que son frère était plus dépendant que lui. Les sacrifices sont le lot quotidien de ces familles qui vivent avec un enfant autiste. Des sacrifices qui les accompagneront tout au long de leur vie. Le président du CIAM, le syndicat intercommunal des eaux, a annoncé publiquement hier qu'il allait rompre la DSP, délégation de services publics, qui le lie à la SMAE, Société mahoraise des eaux et d'assainissement. Il a aujourd'hui signifié dans un courrier au groupe Vinci que la rupture prendrait effet le 1er janvier 2020, une décision qui soulève beaucoup d'interrogations. René Lataste et Gérard Denouy. L'annonce publique hier du président du SIAM de rompre la délégation de services publics qui le lie à la SMAE fait entrer le syndicat en zone agitée. Donc en fait, sur la forme, quand il y a une crise, ce n'est pas dans les médias qu'on gère les crises, en allant dire d'un côté, il y en a un qui a raison et de l'autre, l'autre n'a pas raison. Le syndicat des eaux appartient aux 17 communes et au bout, on a une politique publique vitale que nous devons gérer pour donner de l'eau potable à la population et de l'eau de manière accessible, financièrement parlant. La maire de Chirongui, de son côté, a rendu public un courrier dénonçant la méthode employée par le président du syndicat des eaux. Elle la juge dangereuse. J'en appelle à la raison et à la responsabilité de chacun. Ici, ce n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, qui est le gentil, qui est le méchant, mais surtout de savoir qui va payer. Et tout ça, il n'y a pas 10 000 issues. Un seul ici, c'est le peuple qui paye. Les deux élus s'accordent sur un point. La DSP doit être revue, mais pas n'importe comment. La DSP doit être revue. Il y a des arguments objectifs venant de la SMAE. Il y a aussi des arguments objectifs venant du syndicat des eaux. Mais pourquoi précipiter les choses? À qui profite le crime? Aux élus? Au syndicat des eaux? À la SMAE? En tout cas, nous sommes complètement perdus dans cette affaire. Il y a matière à faire intervenir l'État en tant que médiateur. Ça veut dire qu'il faut se remettre autour d'une table de négociation? De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut renégocier, il faut se mettre autour d'une table. Ça prend le temps que ça prenne, mais que la population puisse sortir indemne de ses frais. Une rupture anticipée ne peut se faire sans conséquences. Et aujourd'hui, rien que les premiers chiffres, c'est une trentaine de millions d'euros. Ce n'est pas rien. De leur côté, les salariés de la SMAE et de la SOGEA entament leur 4e semaine de grève. Une crise sociale qui ne simplifie pas le dossier. Moussa Mamadi Bavi, bonsoir. Salam alaikum. Vous êtes donc le président du CIAM. Alors, première réaction sur les deux maires que nous venons respectivement d'écouter, celle de Chirongui et de Sada. Déjà, permettez-moi d'abord de dire bonsoir à la population mahoraise et de leur rassurer que je ne suis pas fou et je ne suis pas con ni bête. Tout simplement, il faut savoir que ce n'est pas du tout une histoire de 30 millions d'euros. Ça, c'est faux, archi faux, parce que tout simplement, nous avons ce dossier, contrairement à ce qu'ils disent certaines personnes, qui se sont positionnées, qui ont pris position dans cette affaire. Nous, c'est un dossier qu'on a travaillé depuis 2015. Toute l'année 2018, nous avons négocié. À un moment donné, j'avais arrêté les négociations parce que nous tournions en rond. Après avoir fait le tour de l'ensemble des élus de Mayotte, après avoir vu le maire, ils ont exigé que je retourne à la négociation. Effectivement, je suis retourné à la négociation. Mais cette fois-ci, on a fait le choix de négocier avec des conditions.
Si au bout de 2 mois, on ne se met pas d'accord, nous prenons la décision qu'il faut. Alors, Bavi, vous êtes aujourd'hui l'homme qui veut faire plier Vinci. Est-ce qu'en décidant de rompre le contrat de fermage, vous ne prenez pas le risque de prendre en otage les Mahorais, de leur faire subir un risque de coupure d'eau qui risque de perdurer? Vous savez, on a l'habitude de faire peur à la population de cette île. À un moment donné, comme disent certains, on peut dire à la jeunesse de ce pays de se mettre debout et de défendre les intérêts réels de la population. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de mettre debout une structure. Nous savons très bien que les grands groupes ont participé au développement de notre île. Ça, c'est très important à savoir. Mais à un moment donné, chaque élu, à son niveau, doit défendre les intérêts de la population parce que tout le monde pleure dans ce pays pour dire que la vie est chère. Il ne s'agit pas de mon ressort. Moi, il ne s'agit pas de Moussa Mohamadi Bavi. Il s'agit des intérêts de la population. Alors, Babi, vous avez dit hier que vous résignerez avec Vinci que s'ils acceptent de baisser le prix de l'eau de 30% et de laisser donc au ECAM la gestion des compteurs. Est-ce que ce sont là des conditions populistes, démagogiques que vous voulez faire passer ici? Pas du tout. Au contraire, pendant toute l'année 2018, des négociations, aujourd'hui on demande de renégocier alors que nous avons très très bien négocié, voire même à un moment donné, on a même demandé au président du tribunal administratif de nous nommer un médiateur venant de Bordeaux. Il ne s'agit pas ici de Bavi, du président du SIAM qui le dit. Le contrôle de légalité de la préfecture l'a écrit noir sur blanc. La Cour des comptes l'a écrit noir sur blanc. Oui, Deux audits l'ont démontré qu'aujourd'hui, les intérêts, les compteurs, les branchements sont chers, l'eau est très chère, le contrat fait d'une manière que la population ne gagne pas les intérêts de ce contrat. Alors, à quelle échéance, si vous allez au bout de votre logique sur cette DSP, à quelle échéance celle-ci prendra fin officiellement? Officiellement, là où je vous en parle, nous avons fait le choix, l'ensemble des élus du SIAM ont délibéré pour mettre à terme le contrat le 1er avril. Nous avons entamé des négociations hier, malheureusement, on ne s'était pas mis d'accord parce que je suis arrivé avec une proposition de sortie de crise. Ça a été rejeté par nos partenaires. Aujourd'hui, le contrat est rompu. Par contre, pour assurer le service public, la continuité des services publics, nous avons adressé le courrier de rupture aujourd'hui, mais nous avons demandé à notre partenaire d'assurer la continuité des services publics jusqu'à le jour qu'on va proposer ce contrat. Et ça peut être aussi Vinci. C'est-à-dire qu'on va lancer un marché, un autre DSP, avec les données d'aujourd'hui, en défendant les intérêts de la population d'aujourd'hui, parce que 15 ans c'est long. Nous pensons que les données de 2008 sont dépassées. Et si Vinci répond avec les conditions actuelles, en ayant les branchements moins chers, en divisant la part, les bénéfices, moitié-moitié avec le SIAM, en profitant de cette situation pour mettre de nouvelles exigences et plus de contrôle dans ce contrat, on peut retenir Vinci, on peut retenir n'importe quelle offre. Aujourd'hui, on lance une vraie concurrence pour que dans les 4-5 mois qui viennent, on retient on y ait un nouveau délégataire qui va assurer cette DSP. Merci Bavi d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce plateau. Merci. C'est moi qui vous remercie.
Et puis, autre élément, avec ce fait divers survenu ce mardi à Kaweni, un policier a fait usage de son arme pour se défendre lors d'une intervention dans l'exercice de ses fonctions. L'affaire fait grand bruit dans cette localité très sensible. Nous retrouvons sur place à Kaweni Yasmine Jafar. Yasmine, bonsoir. Alors, plus de précision dans cette situation à Kaweni. C'est une interpellation qui a fait grand bruit et un blessé. Un policier de la BAC a ouvert le feu sur un individu cet après-midi à proximité du terrain de foot de Kaweni. Appelé pour une agression, une unité de la BAC arrive sur les lieux et pendant qu'il tente d'arrêter deux individus, un troisième a surgi par derrière armé d'un bâton clouté et met à terre un fonctionnaire de police. Et c'est là que le coup de feu est parti. S'agit-il d'un cas de légitime défense ? Seul le juge pourra le déterminer, mais pour l'heure, l'individu blessé à la jambe est au centre hospitalier de Mayotte. À noter que lui et les deux autres individus qui ont été arrêtés cet après-midi sont connus par les services de police pour avoir commis des délits de droit commun. Merci Yasmine pour toutes ces précisions. Merci également à Alda Lidi qui vous accompagne. La question de l'eau fera l'objet des nouveaux magazines. Je reviens sur cette information concernant donc l'eau à Mayotte. Ce magazine d'information intitulé L'autre regard, dont le premier numéro sera diffusé demain à 20h après nos éditions du soir. Opération coup de poing cet après-midi à Tsunzu 1, commune de Mamoudzou. Les vendeurs sans patente installés aux abords des routes ont été délogés par la police municipale. Une opération qui s'est déroulée sans violence, mais qui a choqué les vendeurs qui estiment lésés dans cette affaire. Nous écoutons deux d'entre eux au micro de Daniel Abdou et Henri Fina Mohamed. Aujourd'hui, on nous interdit de vendre ici. Les petits Mahorais, eux, perçoivent des allocations familiales. Nous, nos enfants, ils n'y ont pas droit. Et pourtant, c'est ici que nous gagnons notre vie pour le besoin de nos enfants. Si vous voulez nous interdire de vendre ici, donnez-nous du travail pour qu'on puisse subvenir aux besoins de nos familles. Mais nous, on est obligés de violer la loi parce que si on ne le fait pas, on ne gagne rien. De l'autre côté, les élus de Mamoudzou n'ont pas voulu s'exprimer dans cette affaire. Sans surprise, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême confirme les résultats de la commission électorale et consacre la victoire d'Azali Assoumani. Ce dernier devance son redoutable challenger du parti Joua de plus de 43%. Reste à savoir si le dialogue clamé par la communauté internationale sera entendu. Nous poursuivons cette édition, un moment pour retrouver donc nos éléments avec ce jeune pilote qui a donc décidé de travailler dans les airs pour réussir sa vie. Fernand Kessler, un des premiers jeunes pilotes mahorais, il est le premier chez EWA Air. Il fait bien sûr la joie de toute sa famille. Son portrait ici avec notre équipe qui est allée le voir. Fernand Kessler, 26 ans, il est le premier OPL, officier pilote de ligne mahorais, chez EWA Air depuis 2016. Après son bac S à Mayotte, indispensable pour l'apprentissage de base, il est parti à la faculté de sciences de Montpellier, où il a passé 2 ans. La formation de pilote n'étant pas facile d'accès, il faut soit passer par l'armée ou par l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile. En dépit d'un très bon niveau, dit-il, il a dû payer lui-même sa formation avec bien évidemment l'aide de sa famille. Et c'est en Slovénie de 2013 à 2016 qu'il a appris à piloter. Parce que c'est une formation dite EASA, donc une formation européenne, que j'ai faite, et à cet endroit-là, c'est l'un des meilleurs endroits pour le faire parce que le théâtre d'opération est juste magnifique. On est à quelques minutes de vol de la Croatie, de l'Italie, de l'Autriche, et l'ambiance d'apprentissage sur un gros aéroport, c'est vraiment intéressant. Après cette formation, Fernand revient à Mayotte pour postuler à la compagnie EWA Air qui lui demande à nouveau une qualification type sur l'appareil utilisé, un ATR 72 500. Le voilà reparti à Toulouse pour une autre formation en ATR
puis à Copenhague, puis des tours de piste et valider ainsi l'acuité, Fernand Kessler devient alors le premier pilote maoré chez EWA Air, une grande fierté pour sa famille. Vraiment une émotion pour moi. J'ai fait même pleurer parce que je ne m'attendais pas que voilà, mon fils il a fait ce qu'il voulait. Dieu merci. Maintenant, je suis heureuse de moi et je suis fière de moi aussi. La famille, tout était heureuse aussi. Que voilà, notre fils maintenant est devenu pilote. Donc pour moi, c'était super bien. J'en suis heureux d'avoir fait du 500 qui m'a permis d'apprendre à piloter, comme on dirait, à l'ancienne. Aujourd'hui, donc début décembre, que des bonnes choses pour moi, donc des nouveaux avions qui intègrent la compagnie. Continuer à augmenter les heures de vol, c'est l'objectif recherché, et pourquoi pas devenir commandant de bord de la compagnie EWA Air. Voilà, autre chapitre, Mayotte vue du ciel. Nous allons en parler dans un court instant avec nos trois invités. Ce n'est pas accessible à tous, me direz-vous, sauf peut-être aux aventuriers aguerris. 40 secondes d'éternité, c'est un magazine en tournage actuellement dans notre département avec l'équipe Good Vibes. Ils sont nos invités, je le disais, à commencer par vous, Sébastien Chambé, bonsoir. Bonsoir. Alors, 45 secondes d'éternité. C'est quoi le concept? Alors c'est un documentaire, ça a l'objet de faire une série complète sur tout l'outre-mer. Donc on est là tous les trois à Mayotte pour préparer le deuxième épisode. On a tourné un premier en Nouvelle-Calédonie il y a 2 ans et là on va faire le deuxième épisode sur Mayotte. Alors vous êtes depuis quelques jours sur notre territoire, notamment pour survoler différents sites. Alors les premières sensations? Moi, j'ai envie de dire, outre les paysages magnifiques qu'on a rencontrés, c'est aussi l'accueil des Mahorais. On a été invités chez les gens, ils nous ont donné à manger du poisson, du mataba. On a goûté le mataba, enfin, ça change de chez nous, les saucisses de Strasbourg, quoi, au micro-ondes. Donc, ouais, c'était... puis des paysages magnifiques, comme on peut le voir sur les images, quoi. Mayotte, un véritable trésor, vous venez de le souligner en termes de nature. Est-ce que c'est dans l'air qu'on se rend bien compte de la beauté de notre département? Comment vous pouvez l'expliquer? Complètement. Alors moi déjà, il faut savoir que j'ai volé pendant 12 ans dans le nord de la France. Et la seule mer que j'ai vue, c'était quasiment la mer du Nord, ou plus communément appelée la Manche. Donc là, quand j'ai ouvert la porte et que je me suis retrouvé sous voile au-dessus de votre lagon, le premier mot qui m'est venu à la tête, c'était Saparlipopette, mais où je suis, quoi. C'était magnifique, quoi. Un lagon de toutes les couleurs, un lac avec un cratère, le fameux cratère du lac Diani. Enfin, c'est une île magnifique. Et pour continuer, l'idée de cette aventure, c'est surtout le tournage des magazines. Comment ça se passe? Le tournage du magazine, là, c'est un peu un marathon. On est là pendant 12 jours et on a des séquences à tourner tous les jours. Donc, on se lève très tôt le matin parce que la météo est assez clémente le matin. On fait 2 ou 3 sauts sur l'aéroport. Et puis, on a aussi tout un rituel pour sauter sur tous les sites de Mayotte. Donc, on a fait le lac Diani, comme a dit Jim, la plage Ngouja. Aujourd'hui, on était sur les îles Choisil. Voilà, donc, on a beaucoup de choses à faire et puis beaucoup de séquences avec les Mahorais pour présenter aussi la culture locale. Voilà, c'est pas que du parachutisme, c'est aussi une découverte du territoire. Alors, quel est le site qui vous a le plus marqué? L'îlot de sable blanc, c'est quand même incroyable, hein, ce petit bout de sable au milieu de nulle part, et d'avoir la chance de sauter là, pour nous, c'était vraiment incroyable. Et puis, vas-y. Et il a une forme particulière aussi qui représente une aiguille de parachute. Donc c'est un outil dont on se sert pour fermer les parachutes. Donc c'est une petite dédicace aussi à notre discipline. Et bien sûr, la question que se pose en ce moment même nos chers téléspectateurs, j'y arrive, quand est-ce qu'on aura l'occasion de découvrir ce magazine? C'est probablement en fin d'année, je pense, hein, parce que le temps du montage, etc., c'est un petit peu long, donc ce sera probablement sur la fin, novembre-décembre cette année. Maintenant, je pense que vous avez déjà pu découvrir le premier épisode sur la Nouvelle-Calédonie, il me semble. Toute dernière question, nous avons vu dans le sujet du jeune pilote là, les images de notre collègue Chafion Madi. Qu'est-ce que vous pourrez dire à cette jeunesse mahoraise qui s'ouvre de plus en plus au métier exceptionnel, notamment donc,
le travail ou le métier de pilotage. Les images que vous venez de voir peuvent paraître inaccessibles, comme vous avez dit au début, mais ce n'est pas le cas, c'est accessible à tous. Alors évidemment, là, la wingsuit, comme on voit à l'écran, c'est quelque chose où il faut avoir un petit peu d'expérience. Maintenant, le parachutisme, c'est accessible à tous et je vous conseille à toute la jeunesse mahoraise d'essayer, puisque maintenant, une école s'ouvre à Mayotte. Enfin, pas une école, mais en tout cas pour apprendre à faire du parachutisme, pour faire des baptêmes, on peut commencer à Mayotte. Voilà, en tout cas, merci d'être venu. Au passage, bon séjour parmi nous. Merci, mais ce n'est pas fini. À bientôt, comme dirait l'autre. Merci d'être venu. Voilà, c'est le mot de la fin de cette édition marquée par ce rappel de titre, bien sûr, la solitude de famille. Aujourd'hui, journée internationale de l'autisme, grande difficulté des familles de prendre en charge leur progéniture à travers 1000 difficultés, mais elles ne baissent pas le bras pour autant. Après le journal en mahorais, votre film de la soirée, et puis l'actualité continue sur votre site lapremière.fr et dès demain matin 5h dans la matinale avec comme invité Ali Debré-Combo, porte-parole de la majorité au conseil départemental. Encore une fois, merci de votre fidélité. À demain 13h.